C'est comme de la médecine de guerre, quoi. On va au plus urgent. C'est le côté vital. Et il y a combien de temps entre le moment où tu es fauché et le camp 2? Quasiment 36 heures, quoi. Ah oui. Donc, ouais. Tu m'as parlé d'hémorragie interne. Oui. Donc, tu nous fais une hémorragie interne. Ouais. C'est ma botte qui a Figaro. Et là, une fois que tu es dans l'hélico? Alors, je suis pas rentrée dans l'hélico. L'hélico n'a pas pu se poser parce qu'il y avait trop de vent. Donc, c'est un filin qui sort à l'extérieur de l'hélico et on est accroché au filin. Et on est à 80 mètres de l'hélico, un certain nombre de mètres en bas. Mais à partir du moment où j'ai mes pieds qui ont décollé du sol au camp 2, c'est bon, c'est fini. Je suis terminée. Tu t'en sors comment? Et au final, ma botte m'a sauvé la vie. Ah ouais? Et la décision de ne pas l'enlever aussi. Ah oui, parce que si tu l'enlèves à ce moment-là... ça faisait garrot, quoi. Ouais. Donc on enlève le côté garrot, là, j'aurais pas pu remettre ma botte. Et il y a toute la suite qui se serait enchaînée très vite, pas de la bonne manière. Donc tu es en train de dire que cette décision a sauvé ta vie à ce moment-là. C'est ça. Bonjour les amis, et surtout un grand merci à tous et à toutes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous envoyer des messages, à faire part de votre support auprès du projet Ville Lumière. Donc un profond merci. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, de liker, de partager, de commenter. Ça nous aide vraiment pour l'algorithme. C'est super important pour nous, mais dans tous les cas, un vrai grand merci. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Fabienne psychopersonique, donc 40 ans, qui est une infirmière alpiniste originaire de Montpellier, connue pour ses exploits exceptionnels malgré des défis de santé importants. Atteinte de maladies rares comme la maladie des os de verre et la spondylarthrite ankylosante, elle a réalisé des aventures qui paraissent impossibles, comme gravir l'Everest, devenant la première personne avec un double handicap à réaliser cet exploit. Il y a quelques semaines, en 2024, elle vient de relever un nouveau défi, l'ascension du Manaslu, le 8e plus haut sommet du monde. Son parcours est un exemple de résilience, d'audace et de dépassement de soi, profondément ancré avec son lien avec la ville de Montpellier. Fabienne, bonjour. Bonjour. Que représente Montpellier pour toi? Montpellier pour moi, c'est une ville qui bouge. C'est une ville qui est jeune. Et ça fait 22 ans que j'habite sur la région et ça ne cesse d'évoluer d'année en année. Donc c'est vraiment le mouvement pour moi, Montpellier. Ça bouge. C'est pas moi qui va dire le contraire. Pour commencer cette interview, Fabienne, pour comprendre comment tu fonctionnes, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir sur toi? Il y a eu un bon résumé déjà. Ouais. En fait, c'est pour ça que je suis aussi attachée à Montpellier, parce que le mouvement, pour moi, c'est la vie. Pour moi, c'est similaire avec la vie. Et en fait, toutes les facettes de ma vie, que ce soit ma vie professionnelle, parce que je suis infirmière, mais infirmière en soins critiques. Okay. Donc, c'est pas un service très calme. Comme mes activités en dehors de mon travail, c'est en lien avec le mouvement aussi, donc l'alpinisme, et voilà, tout est lié. Tu as besoin d'action, tu as besoin de bouger régulièrement dans ta vie? C'est ça, un petit côté hyperactif. Mais ok. Je ne peux pas le dire. On va garder ça pour nous. Tu es aussi challengeuse dans la vie? J'ai beaucoup vécu avec le côté compétition, parce que j'ai été initiée dans l'alpinisme, à l'escalade quand j'étais jeune. Très rapidement, j'ai pris un peu plus de part dans le côté escalade et l'escalade en compétition. D'accord. Donc le côté challenge compétitif, ça a baigné mon enfance et mon adolescence, donc ça fait partie de ma vie. Je crois savoir en effet que l'alpinisme, tu l'as commencé très jeune, c'est ça? Oui, j'ai des souvenirs, je dois avoir peut-être 5-6 ans, où je suis sur la mer de glace avec les crampons, donc c'était il y a très 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 longtemps. Pas les mêmes normes de sécurité qu'actuellement, et j'ai l'impression d'avoir toujours baigné dedans et d'avoir évolué avec quoi. La première ascension du Mont Blanc, tu l'as fait à quel âge? J'avais 15 ans. C'est ça. Déjà à 15 ans, au sommet du Mont Blanc, donc tu as commencé jeune, mais tu as quand même continué derrière, dans ton adolescence, à te lancer ce genre de défi et à faire de la grimpe. L'escalade, beaucoup, parce que c'est plus facilement adapté à la vie de tous les jours. Il y a des salles d'escalade un peu partout, il y a des endroits avec des belles falaises un peu partout aussi. L'alpinisme, il n'y a que vraiment dans les Alpes, où vraiment on peut se lancer des gros défis. Après, il y a les Pyrénées, mais je connais un peu moins.
Après, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'habite. Et donc après, tu t'es retrouvée infirmière. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce parcours-là? Alors, j'ai pas eu un choix immédiat pour le métier d'infirmier. À la base, je voulais être guide en haute montagne, donc vraiment avoir une vie professionnelle pareille dans le milieu de la montagne. J'étais coincée à la visite médicale. C'est-à-dire? J'avais déjà des problèmes au niveau des genoux, j'avais une hyperlaxicité au niveau des rotules et le lycée dans lequel je souhaitais aller, donc qui est sur Chamonix, qui a une passerelle pour après intégrer l'école de guide. Du coup, il y a des visites médicales pour pouvoir y aller. En plus du dossier scolaire et à la visite médicale, ils m'ont dit mais non, ça va pas être possible. Donc j'ai raccroché les crampons, mes chaussons d'escalade et j'ai dit bon on met ça de côté. Tu ressens quoi à ce moment-là quand pour moi, c'était, mon chemin de vie, il était tracé, quoi. Je faisais de la montagne dès que j'avais du temps libre, donc de l'escalade, ou après pendant les vacances, quand on avait plus de temps, c'était les randos, l'alpinisme. Donc pour moi, mon chemin de vie, c'était oui, je vais finir guide en haute montagne, quoi. Enfin, il n'y avait pas d'autre choix. Et quand on m'a dit ça, j'ai pas souvenir de l'avoir vraiment très mal vécu, mais de m'être plutôt dit ok, qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, le côté médical, le côté d'aller aider les autres, c'était quelque chose qui m'intéressait aussi. Donc j'ai tourné. Infirmière. Tu avais déjà ce mindset en fait de prendre les choses comme elles viennent et après derrière trouver des solutions avec un autre chemin où tu vas t'épanouir. Je pense que c'est avec le côté compétitif parce que des fois on est en haut de classement, des fois on est en bas. Donc faut toujours chercher le côté, le rebond, quoi. Je me dis que chaque étape dans la vie doit apporter quelque chose, donc il faut rester positif. Très belle mentalité, ça. Tu disais que tu as reçu un refus à ce lycée, mais on a parlé tout à l'heure de défis de santé. On n'était pas encore sur ces défis-là à ce moment-là de ta vie? Non, parce que c'était pas encore la maladie des os de verre, en tout cas, n'était pas une maladie qui est très courante. Qui est très connue, sachant qu'il y a différents types de maladies des os de verre plus ou moins graves. J'ai pas le gène qui associe la malformation. La malformation, ça rend le handicap visible. Et du fait de ne pas avoir eu ce gène-là, le handicap, en fait, c'est pas vu, la maladie, c'est pas vu. Et c'est très tardivement que, du coup, le diagnostic a été posé. C'était après la naissance de mon premier enfant, en 2009. Ok. Alors, c'est une maladie que j'ai depuis ma naissance, quoi. Mais tu t'en as aperçu bien plus tard? Beaucoup plus tard, 2009, j'ai mon fils aîné qui est né. Et quelques mois plus tard, j'ai eu fracture bilatérale des chevilles, spontanée, donc sans choc, sans avoir fait un effort ou sans être tombée. Et de là, de fil en aiguille, examen après examen, ils ont vu qu'il y avait des traces de fractures plus anciennes. Et en fait, au moment où ils m'ont dit le terme du diagnostic, donc maladie des os de verre, pour moi, c'était limite un soulagement parce que ça mettait un mot sur les douleurs que j'avais pu avoir quand j'étais plus jeune. Donc, si je comprends bien, tu as évolué et grandi jusqu'à tes 24-25 ans avec cette maladie-là? Avec cette maladie, oui. Sans savoir que tu avais cela? C'est ça. C'était pas très connu et c'était généralement étiqueté, c'est bon, elle grandit. Bon, je fais 1m58, donc... Elle grandit, c'est limite. Mais je faisais du sport, donc les douleurs inhérentes au sport, c'est des entorses. Oui, c'est une entorse, c'est une tendinite. Non, c'était fracturé. D'accord. Donc en fait, tu continues à faire du sport sur des fractures en pensant aussi, que c'était une douleur normale. Alors des fois, oui. Des fois, il y avait le côté impotence fonctionnelle qui était trop important. Donc là, j'étais strappée, j'attendais de ne plus avoir mal pour pouvoir reprendre, quoi. Et donc, du coup, ça fait que tu as une relation à la douleur qui n'est pas forcément la même qu'une personne lambda. Il paraît. J'allais dire, souvent on me dit, oui, mais bon, avec toutes ces fractures, doit être plus tolérante. Je pense pas que c'est plus une tolérance que quelqu'un d'autre, c'est juste que ça fait partie de mon quotidien. Donc, je compare souvent ça à la myopie. Quelqu'un qui naît myope ou quelqu'un qui naît avec une acuité visuelle de 10 sur 10, chacun va voir le monde avec les yeux qu'il a. Donc, sauf au moment où le myope va mettre des lunettes, va dire « Ah oui, c'est un peu plus net on s'en rend pas forcément compte, quoi. Donc là, moi, c'est le quotidien. Et pareil pour la spondylarthrite ankylosante, tu l'as appris un peu plus tard? Ah oui, alors là, c'est maladie auto-immune. Donc, j'ai une de mes grand-mères qui l'avait. Après, il n'y a pas forcément d'obligation que ça passe de génération en génération. Pour moi, oui.
Ça a été le cas. Et là, c'était en 2016-2017 où je commençais à avoir de nouveau des douleurs au dos. Donc après, dans le cadre de mon travail, on est amené à lever des malades plus ou moins lourds. Donc on n'est pas à l'abri de faire mal au dos. Et on pensait initialement que c'était un lumbago. Ensuite, après des examens, on a vu que j'avais une hernie discale, donc disque entre deux vertèbres qui fonctionnent plus. Donc il pouvait générer des douleurs, mais ça a été, je sentais qu'il y avait autre chose. Et le diagnostic a été beaucoup plus long à poser parce qu'en fait, il n'y avait pas de cas connus avec la maladie des os de verre et avec la spondylarthrite ankylosante. Et, quand tu dis pas de cas, c'est que ça n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. Ça n'existait pas, il n'y avait pas de... C'était ou la spondylarthrite ankylosante ou la maladie des os de verre, mais en tout cas, dans les médecins que j'ai pu voir, il n'y avait pas de référence de personnes connues avec déjà les deux pathologies, quoi. Donc si ça n'existe pas, c'est pas possible. Et en fait, je commençais vraiment à m'ankyloser de partout, je perdais en autonomie, je me suis retrouvée en fauteuil roulant et j'avais l'impression un peu de devenir complètement folle, quoi. Je me suis dit, mais il se passe quelque chose, les médecins me disent, oh, c'est bon, c'est... Ouais, parce qu'à ce moment-là, tu te retrouves en fauteuil roulant, mais sans forcément avoir d'explication de ce qui se passe. Non, je me sentais de plus en plus rouillée, quoi. Clairement, le matin, je me relevais, j'avais les mains qui étaient complètement tournées, je pouvais plus monter les marches, je perdais mon autonomie, quoi. Et j'ai eu la chance de tomber sur un médecin qui a mis de côté tous les examens qui avaient pu être faits en me disant, bon, on va reprendre de zéro, et quelles sont vos douleurs, quels sont vos symptômes, et refaire des examens qui avaient déjà été faits auparavant. Et lui, il a posé le diagnostic en 10 minutes, quoi. Donc là aussi, pareil, libération, quoi. Je ne suis pas folle, il y a bien quelque chose. C'est ça l'effet que tu ressens au moment où non, je suis pas folle. Okay. J'étais tombée sur des médecins qui me disaient, non, mais c'est dans votre tête, allez faire de la rééducation, bougez-vous. Les gars, moi je veux bien me bouger, mais encore faudrait-il pouvoir, quoi. Et non, ce médecin-là a mis les mots sur les douleurs, sur les symptômes. Et très rapidement, j'ai pu démarrer un traitement de fond qui m'a permis de bouger, me remouvoir et sortir du fauteuil roulant, laisser tomber les béquilles et reprendre le chemin de ma vie là où je l'avais laissé 2 ans et demi plus tôt. Avant de revenir à cette interview, j'aimerais te présenter le but de ce podcast. Je ne sais pas toi, mais nous, chez Ville Lumière, on a marre qu'en France, on pense que tout se passe à Paris, que seuls les Parisiens réussissent et que tout a lieu dans notre belle capitale. On en a marre des préjugés, clichés, qui empêchent certains d'avoir de grandes ambitions et qui peuvent créer des complexes d'infériorité. On en a marre de ces idioties et de dire qu'il n'y a qu'une seule manière de réussir. C'est pour ça que chez Ville Lumière, l'intention est de te montrer qu'il y a des personnes exceptionnelles qui viennent de province. Des hommes et des femmes avec des parcours incroyables qui viennent de chez toi. Et pour cette première année, nous avons décidé d'aller dans la magnifique ville du Sud, Montpellier. Une ville dynamique, jeune, très sportive, mais surtout avec de nombreuses personnalités très inspirantes. Montpellier mérite d'être mise en lumière. L'idée est que tu t'assoies avec nous pour kiffer ce moment et comprendre ces personnalités, leur vie, leur fonctionnement, leur réussite et leurs échecs. La volonté, c'est d'apporter un max de valeur, mais surtout, faire passer le message que tout est possible. Qui que tu sois, où que tu sois. Avec ces épisodes, tu vas retrouver un format long, brut, du genre que tu peux écouter à la salle de sport, en voyage ou quand tu as besoin d'un boost d'inspiration. Si c'est le genre de contenu qui te fait kiffer, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche. Cela compte énormément pour nous. Cela nous permet d'avoir des invités incroyables, mais souvent très durs d'accès. En tout cas, si tu t'abonnes, je t'en suis très reconnaissant. Et on va t'envoyer du contenu de fou avec beaucoup de force. C'est super fort ce que tu dis, c'est super inspirant parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent nous écouter et qui peuvent être aussi dans des moments comme ça dans leur vie où c'est difficile et se retrouvent face à des défis de santé ou autres. Et en fait, ce que tu dis, c'est que tu n'as pas lâché, tu as continué à chercher et tu as réussi à... c'est ça que je trouve qui a été compliqué. C'est quand on est devant un corps médical, sachant que je suis infirmière aussi de métier, qui n'écoute pas, qui ne voit pas, c'est un peu compliqué, quoi. Mais après, voilà, il n'y a pas de cas connu. Bon. Maintenant, il y en a un. Maintenant, il y en a un. Ok, tu es exceptionnelle. Merci. Tu apprends que tu as ce double handicap, ces 2 maladies, et tu choisis quand même de continuer à te lancer des défis. Est-ce qu'il y a une personne ou un moment particulier qui t'a donné la force de dire « Ok, j'ai quand même des rêves et je vais aller jusqu'au bout malgré ce qui se passe ». Parce qu'il m'a fait lever la tête du guidon, parce que clairement, moi je l'ai pris comme ça. C'est un énième diagnostic. Sur l'avancée de mes 2 colocs, parce que je les appelle mes colocs. C'est ça, tes 2 handicaps, tes 2 maladies, c'est 2 colocs. C'est des colocs. On est ensemble, on est en colocation. Pour l'instant, c'est moi la propriétaire, mais bon.
Et en fait, c'est un énième diagnostic où là, j'avais de nouveau des douleurs sur mes genoux. Donc, de nouveau examen de contrôle. Et là, en fait, le médecin qui est sur place qui me dit, mais en fait, votre genou, là, il est en fin de course, quoi. Vous êtes jeune, mais il est en fin de course. Et je passe sur l'indication d'une prothèse totale de genou. Donc, quand on nous dit prothèse totale de genou, quand on ne peut plus marcher, etc., c'est un espoir. Mais avec la maladie des os de verre, ça ne sonne pas comme quelque chose de forcément très positif. En gros, on ne sait pas si ça peut tenir ou pas. D'accord. Et là, il m'a dit, en gros, dans 5-6 ans, le genou... Et t'as quel âge à ce moment-là? C'était il y a 4 ans. Hein, donc il y a 4 ans, on te dit... J'ai bientôt la date de péremption qui arrive. Mais voilà, donc ça m'a... En fait, je me souviens quand je suis revenue à ma voiture, j'étais un peu comme le coup de massue. J'ai dit, mais ça s'arrête jamais, quoi. C'est maladie des os de verre, spondylarthrite ankylosante. Maintenant, c'est l'articulation qui est en train de lâcher la rampe. En fait, là, j'ai vraiment levé la tête du guidon en me disant, je suis infirmière. Donc, c'est une partie de ma vie dans laquelle, clairement, je m'épanouis. Je suis maman. Je m'épanouis aussi dans ma vie de maman. J'ai dit, mais maintenant, moi, qu'est-ce que je veux, moi, réellement, personnellement, quoi. Et là, en fait, je m'en souviens, j'étais dans ma voiture, j'ai dit, putain, la montagne, ça me manque. Et je pense que j'ai pris la décision peut-être dans les 2-3 semaines de me dire, faut que je me lance un projet dans l'alpinisme, quoi. Génial. En fait, ça a été ta réaction plutôt rapide de dire, là, je suis en train de recevoir des mauvaises nouvelles, mais qu'est-ce que j'en fais et comment je transforme ça en positif sur quelque chose que j'aime, en fait? C'était surtout que j'avais une histoire un peu de deadline, quoi. C'était, on me dit, 5-6 ans, j'ai dit, en fait, c'est demain, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais? Soit j'attends, et peut-être que je repousserai cette deadline, soit je prends les choses en main, et je préfère ça. Et du coup, à ce moment-là, c'est là où tu te dis, ça y est, je me relance dans l'alpinisme et je me lance des défis? D'abord, je me suis dit, l'idée, elle y est. Maintenant, il faut que je vois mon corps s'y suit, quoi. En effet, ouais. Donc, ça a été une réathlétisation. Donc, c'est vraiment reprendre le chemin du sport, mais un peu, 30 heures de sport par semaine, pour habituer son corps à l'effort. Attends. 30 heures de sport par semaine? Ouais, c'était un peu le rythme, quoi. C'est un rythme de sportif de très très haut niveau, là. Il paraît, ouais, mais le challenge était grand, donc il fallait une préparation qui soit à la hauteur, quoi. Avec, à côté, ton job d'infirmière, Ouais. Et ta vie personnelle de maman, et puis ta vie à côté. Avant que tu continues, comment tu gères ça? Il y a 24 heures dans une journée, des fois c'est trop court. Voilà, donc... j'ai jamais été quelqu'un qui a beaucoup dormi de base, donc clairement ça aide. Après, je me dis qu'en gros, chaque minute ou chaque heure que je vais avoir d'autonomie, il faut que je la saisisse, quoi. J'ai toujours les 5-6 ans en tête, donc de temps en temps, on passe à 4 ans, 3 ans, 2 ans, donc j'ai envie de profiter de chaque minute, chaque heure, même si c'est dans l'effort, même si c'est dans la souffrance, parce que mine de rien, les entraînements c'est pas tendre, quoi. Donc, il faut. J'ai vu en effet quelques reportages où on voit que quand tu fais du sport, tu y vas à fond et c'est pas forcément des petites séances. En effet. Et du coup, est-ce que là, dans ton expérience de vie à ce moment-là, le fait que tu sois infirmière, ça t'a aidé dans tes connaissances de ton corps, de résilience? Est-ce qu'il y a eu un lien à faire avec ça? J'allais dire oui et non. C'est plus, j'allais dire, le tempérament que j'ai développé avec le milieu de la compétition. C'est ne pas lâcher, quoi. Ne pas lâcher, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a beaucoup de jours sans, mais la victoire d'avoir des jours avec, elle vaut tout le reste, quoi. Donc, faut tenir. Et avec ça, tu te lances le défi fou en 2023 de monter l'Everest. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce projet, cette expérience? Alors, le projet... Avec tout ce qui vient de t'arriver, c'est quand même fou de se dire je vais... Alors, l'Everest n'est pas venu tout de suite. Hein. J'ai pris un petit peu de temps de recul. C'était déjà reprendre le chemin de l'alpinisme. Clairement, quand j'ai remis les crampons, je me suis dit, j'ai toutes les sensations qui vont revenir, que j'ai connues, et les habitudes, l'hypervigilance va revenir aussi, ou sinon au contraire, ça va vraiment me dégoûter parce que je vais sentir que j'ai plus du tout le niveau et que je suis plus capable. Et
ça a été plutôt la première étape qui s'est passée. D'accord. Et j'ai eu la chance aussi d'être accompagnée avec des guides en haute montagne qui ont eu cette bienveillance de me réenseigner les choses, de reprendre les bases et de voir qu'à partir du moment où j'étais en autonomie sur certains points, de me dire bon, tout ça c'est bon, tu gères, on passe sur autre chose. Donc cette reprise d'autonomie aussi en milieu d'alpinisme, ça m'a aidée. Et je me suis dit, il faut que je me fasse des fast tests, quoi. Parce que même si j'ai envie d'aller au Népal, au départ c'était juste le Népal, camp de base de l'Everest, je me suis dit, mais tu veux pas aller là-bas, lever les yeux et ciao, on repart, quoi. J'ai dit, non, c'est pas possible. Je me suis dit, ça se trouve, si j'aurais eu la chance une fois d'y aller, j'ai dit, bah non, il faut la saisir, cette chance, quoi. Il faut être prêt le jour où tu y es, quoi. Bah, c'est ce que je me suis dit. Donc, et après, il n'y a pas de manuel, comment se préparer à monter à réaliser l'ascension de l'Everest, ça n'existe pas. Donc j'ai un peu fait le bilan des lieux, un peu comme quand on rentre dans un nouveau logement. Quelles étaient les capacités de mon corps à l'instant T où je décide de me lancer dans le projet Everest et quelles sont les capacités que j'imagine que je vais avoir pour y arriver. Donc là, je me suis entourée des bonnes personnes pour me préparer, que ce soit préparateur sportif, donc qui est aussi mon compagnon, ça aide. Psychologue, parce que mine de rien, là-bas, on est dans un autre contexte. On est loin de sa famille, loin de ses habitudes de vie. Et souvent, avec la fatigue, ça peut arriver à n'importe qui, la fatigue ou des blessures ou autres, on a beaucoup de bagages anciens qui peuvent revenir. Donc, il fallait faire un état des lieux sur ce côté-là aussi. Donc, ça a été un long travail en amont pour pouvoir me dire que je suis prête à partir, quoi. Mais au moment où je pars de France, je ne sais pas si je suis prête pour monter l'Everest, quoi. Tu as toujours ce doute en disant j'y vais, mais... En fait, moi, je me suis dit, tu y vas et tu vas au plus haut que tu peux, quoi. Au plus haut que tes jambes te porteront, tu y vas. Donc, Et je trouve que ça, c'est une bonne leçon, déjà. Rien que ça. D'y aller sans être sûr, en disant j'y vais et on verra où ça nous mène, je trouve ça beau. Après, c'était aussi le challenge de réunir les fonds, quoi. Parce que financièrement, moi, j'avais pas l'argent sur mon compte en banque, quoi, loin de là. Ça coûte combien, à peu près, pour l'Everest, une opération comme ça, ouais. 60 000 €. Combien 60 000 €. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Entre le matériel et l'expédition, l'avion, l'assurance, c'est un budget qui est très conséquent, quoi. C'est un vrai budget, oui. Voilà. Donc il y avait en parallèle du défi sportif, du défi personnel, il y avait aussi le défi de réunir les fonds. De réunir les fonds jusqu'à 3 semaines avant de partir, je savais pas, j'avais pas les fonds complets pour pouvoir partir, quoi. Ok. Donc on se prépare pour possiblement ne même pas partir, quoi. Et ouais. À tout moment, tu dois annuler en dernière minute. Parce qu'il va manquer 1 000 € ou 2 000 € et donc là j'ai eu la chance d'être accompagnée aussi par des anonymes qui ont participé à des cagnottes pour m'aider à financer le projet. Beaucoup sponsorisé par la carte bancaire de ma mère qui a aidé aussi. Et après c'est aussi des entreprises et des partenaires sponsors qui ont mis de l'argent sur table pour soit me financer du matériel, soit financer une partie de l'expédition. Parce qu'en plus, juste avant, tu n'es pas sûr de partir par rapport à ces potentiels problèmes financiers, mais il me semble qu'une fois que tu es là-bas, il y a aussi besoin d'une fenêtre météo qui fait que tu vas pouvoir monter en plus de toi et tes capacités. Oui, c'est étape par étape, quoi. C'est, jusqu'au dernier moment, clairement, on ne sait pas si on peut essayer de faire l'ascension. Et même quand la fenêtre météo s'ouvre, physiquement parlant, ça fait déjà 2 mois qu'on est sur place, 2 mois d'expédition. Quand ça s'ouvre, ça faisait déjà 2 mois que tu étais sur place. 2 mois à t'entraîner, à visiter et à aller sur place en fait, il y a 2 semaines de trek pour aller sur le camp de base qui est à 5400 mètres d'altitude. D'accord. Donc le trek fait partie de l'acclimatation en altitude et après sur place on fait ce qu'on appelle des rotations. Donc on monte dans les camps supérieurs, donc camp 1, camp 2 jusqu'au camp 3. On redescend pour acclimater son corps au manque d'oxygène, quoi. D'accord. Et raconte-nous un peu le moment où la fenêtre météo s'ouvre et tu commences à monter. Est-ce qu'il y a eu un moment particulier qui t'a marqué dans la montée de l'Everest ? J'en ai eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. La fenêtre météo s'ouvre. Déjà, on nous prévient en fin d'après-midi pour nous dire qu'on part la nuit à 1h du matin. Donc, on est levé depuis le matin. Chaque fois, dans mes préparations, je me dis, au moment où on va m'annoncer que je vais partir, il faut impérativement que je sois reposée. Clairement, je n'ai pas dormi en fait avant de partir.
parce que l'excitation, elle est là, on se dit c'est le moment, ça fait 2 ans et demi qu'on bosse pour ce moment-là, donc faut, voilà. Donc là aussi, il fallait capituler là-dessus de ne pas dormir, donc c'est essayer de se reposer au maximum et de détendre au maximum. J'ai été malade là-bas pendant 2 semaines avant de partir. Donc clairement, pendant 2 semaines avant de monter l'Everest, t'es malade. 2 semaines au camp de base, j'étais... il n'y avait plus personne. Okay. J'étais HS complet. Et là, je pense que c'est la part d'excitation de réaliser ce pourquoi on travaille depuis 2 ans et demi qui a fait que, en gros, les 2 semaines où je me dis, mais là, si on me dit c'est demain, c'est mort, je peux pas y aller, je peux pas. Physiquement parlant, je peux pas suivre. Et au final, la fenêtre météo s'ouvre, on nous annonce qu'on part. Je ne dors pas, mais quand je pars, je suis dans l'euphorie, quoi. Je me dis, ça y est, c'est le moment, on profite, voilà. Donc on part du camp de base. Entre le camp de base et le camp 1, il y a un gros glacier qui s'appelle l'Icefall Combo. C'est un glacier qui est tout le temps en mouvement, qui est dangereux, parce qu'il y a toujours des séracs, donc c'est des blocs de glace qui tombent. Entre les rotations et le moment où on passe, c'est encore un chemin différent, parce qu'il y a des blocs de glace qui sont tombés, qui ont fait chuter les échelles, ou chuter même rompre les cordes. Donc au moment où on repasse, c'est un nouveau chemin, on croise les doigts pour pas se prendre de blocs de glace. Et sur cette première partie, il y a une avalanche. D'accord. Donc pendant votre montée, il y a une avalanche. Il y a une avalanche et là en fait, c'était l'une des premières fois où j'étais aussi proche de l'avalanche elle-même, où on entend la déflagration, donc d'abord le bruit. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est le souffle. On a l'impression d'avoir un ventilateur à fond en fait dans le visage. Et en fait, ça nous indique dans quel sens arrive l'avalanche. Et clairement, elle est arrivée, mais droit sur nous, quoi. Donc avant de voir les blocs arriver, on a le bruit, le souffle. Et là, je me suis tournée vers Mingmark et mon binôme Sherpa. Il m'a dit, cours, quoi. Enfin, faut galoper, quoi. D'accord. Faut cours, quoi. Et l'avalanche, elle est passée mais à 1 mètre de nous, quoi. Donc, Ah oui, là, vous avez frôlé la catastrophe. Là, on était dedans, on n'était plus là, quoi. Là, c'est en plein glacier, on finit dans une crevasse, on est enseveli et il n'y a plus, quoi. J'imagine que tu t'en doutais, que tu partais dans une expédition dangereuse, mais là, tu pour le coup, je l'ai vu arriver. Donc moi, clairement, mon cœur, il a fait on passe à 180 et hop, plus d'énergie, rien. On arrive au camp 1... On dit on s'arrête une petite heure, l'histoire de boire un coup, et après on file direct au camp 2. J'ai dit, non, mais là c'est mort, là, faut récupérer. Juste émotionnellement parlant, il faut réussir à faire redescendre un peu la pression pour continuer, quoi. Du coup, après on s'élance vers le camp 2, et entre le camp 1 et le camp 2, c'est ce qu'on appelle la vallée du silence. C'est une espèce de faux plat. Donc ça monte un peu, il y a des moments où il y a des cordes un peu verticales où il faut monter, mais... C'est une espèce de faux plat. On voit le camp 2, en fait, du camp 1. Et au fur et à mesure qu'on avance, on a l'impression que le camp 2 recule. Donc, c'est un petit peu côté... c'est un peu long. Beaucoup de vent. Il faisait très, très froid à ce moment-là. Et quand on arrive au camp 2, je me dis, ça ne va pas être simple, quoi, en fait. Parce qu'il y avait eu les rotations avant. Donc, on était déjà passé par là. On savait ce qui nous attendait, au moins jusqu'au camp 3. On savait quel était le chemin. Et j'ai moins bien vécu ce passage-là pendant l'ascension finale plutôt que pendant les rotations. Donc je me suis dit, mais là, en fait, la suite, ça va être abominable, quoi. Mais surtout qu'en plus de tout ce que tu nous racontes, tu as quand même cette maladie des os de verre qui fait qu'il y a une fragilité où il faut faire peut-être un peu plus attention qu'une personne lambda. Après, l'alpinisme, c'est une discipline où il faut être hyper vigilant. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est en bonne santé, il chute. Il y a un danger. Il y a du danger. Donc, on ne va pas dire qu'il y a une tolérance 0, mais 0,5, quoi. Ouais. Si on met le pied trop à droite ou trop à gauche, là, c'est ciao, on finit millimètre plus bas, quoi. Donc, concentration extrême. Tout le temps. Il n'y a pas de moment où j'ai lâché prise sur la concentration, c'est quand je suis revenue à Katmandou. J'étais dans une maison, dans un lit, j'étais bien. Bon. Là, c'est bon, on peut lâcher. Mais avant, non. Avant, on lâche rien du tout, quoi. C'est hyper vigilance et hyper concentration tout le long. D'accord. Et donc, pour revenir à ce que tu nous racontais, là, tu arrives à un moment où tu commences à être un petit peu à dire je suis un peu fatigué, je suis un peu sous le coup de l'émotion, il faut repartir. Après, c'est clairement, là, je suis hyper rassurée de voir que les autres alpinistes et même l'équipe Sherpa, elle est dans le même état, en fait. On est tous fatigués. D'accord. C'est-à-dire qu'au moment où la fenêtre météo s'ouvre, ça fait un certain nombre de semaines qu'on est sur place. Donc là, pour l'Everest, ça faisait 2 mois. Et au moment où on part, on est tous épuisés, quoi, en fait. Ouais.
Donc je me dis, c'est au mental que ça va avancer, quoi. Donc chacun après va retrouver ses ressources intérieures pour pouvoir avancer un pas, encore un autre, pour aller... J'ai l'impression qu'on a pas mal, toi, des ressources haut. intérieures. J'ai fait beaucoup d'exercices. J'ai pensé à pas mal de petits tips que j'avais déjà dans le côté compétition et dans le cadre de mes pathologies aussi, quoi. Le fait de ne pas lâcher. Tu parles de petits tips, est-ce que tu peux nous en partager un ou deux? Souvent, en tout cas je le remarquais même pendant mes entraînements, mais quand on arrive à une certaine limite physique, mentalement parlant, il y a une certaine rupture qui se fait où il y a différents mécanismes qui se mettent en place où on va commencer à s'essouffler, on va être un peu plus fatigué, on va se dire c'est peut-être un peu trop dur, c'est peut-être trop lourd, et en fait on s'auto-sabote. Et là, par exemple, dans le cadre de l'alpinisme, ça va être un peu des idées qui sont pas cool, quoi. On en voit un faire demi-tour, on se dit ça se trouve le prochain c'est moi. Donc on a cette tendance à s'auto-saboter à partir du moment où on arrive dans une zone un peu... On est à notre limite, quoi, au niveau physique. Et là, dans ma préparation physique, j'avais incorporé un exercice que je me faisais d'abord oralement et après je le mentalisais. C'est d'avoir 2 idées positives qui arrivent derrière. J'adore. Donc c'est du genre, par exemple, quand j'ai déclenché l'oxygène, je le supportais pas bien, c'était j'ai tout, je vais crever, quoi. Et c'était, mais non, tu sais calmer ta respiration, tu peux y arriver, prends le temps, regarde tout le chemin que tu as fait, tu vas pas lâcher maintenant, Tu t'obliges à faire ce schéma-là. Ouais. J'adore. Et c'est gymnastique cérébrale à se faire. C'est tellement vrai même dans la vie pour tout le monde, pour tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. On est tous face à des défis. Et en fait, le tip, c'est de dire, OK, quand il y a une difficulté, je m'oblige, elle est là. Donc, t'es pragmatique, elle est là. Je m'oblige à penser à 2 idées positives, à ce moment-là. Ouais. Et en fait, ça donne une force. Ça permet en fait de majorer le côté positif et de pas céder à la panique ou renoncer ou lâcher les choses, quoi. Je la garde. je te l'emprunte. Et du coup, on continue vers la montée. On continue vers la montée. Du coup, on a déclenché l'oxygène au camp 3. Je le vis pas super bien. Côté étouffement, mais bon, après, j'ai dit, il va falloir faire avec. On arrive au camp 4. Camp 4, on m'annonce que les bouteilles d'oxygène qui étaient disposées là pour qu'on puisse continuer l'ascension ont dû être utilisées par un autre Sherpa qui était malade. Okay. Donc là, il n'y a aucun souci. C'est question de vie ou de mort à cette altitude-là, donc il n'y a pas de souci. Et là, mon binôme Sherpa me dit, si tu veux faire le sommet, c'est ce soir. J'ai dit, en fait, ça fait 15 heures qu'on marche, on s'arrête 2 heures, on repart 24 heures. Et je crois pas, non. Et là, je lui dis, mais en fait, je connais mes capacités. Et là, je lui dis, mais clairement, en fait, non, quoi. Non. Je sais qu'en gros, j'irai pas au bout, quoi. Si on part là, maintenant, là, c'est cuit, quoi. Donc, le Sherpa qui était malade, c'était le chef d'expédition. Donc, il a dit, non, mais c'est bon, passez la nuit comme c'était prévu, camp 4, et demain, je fais remonter 2 bouteilles d'oxygène pour moi et pour mon binôme Sherpa. Les bouteilles sont arrivées le lendemain. Elles étaient pas full. J'ai dit, là, on n'a pas le choix, hein, tant pis, on va faire avec ce qu'on a. Le fait qu'elles soient pas full, c'est quoi l'enjeu ? L'enjeu, c'est qu'on n'ait plus d'oxygène. Oui, l'enjeu donc, quand on a 8000 mètres, c'est risque de mort. Oui. Clairement, c'est risque de mort. Parce que peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui ne maîtrisent pas assez ces enjeux autour de l'Everest, c'est très dangereux. Il y a des vrais risques de mort, de problématiques de santé plus. À ce niveau-là d'altitude, il peut tout nous arriver, quoi. Tout peut arriver et en fait, à partir du moment où on déclenche l'oxygène, on est censé le garder pour le reste de l'ascension jusqu'au moment où on repasse à peu près à la même altitude où là on peut de nouveau lever l'oxygène. Camp 4, on est à 8000 mètres. Nous on s'est habitués, avec du coup mon binôme, on savait qu'on n'avait pas des réserves d'oxygène faramineuses, donc dès qu'on était à un moment de repos, moment où vraiment, en gros, on essaie de s'alimenter, de boire, de s'hydrater, on se met sans oxygène. Donc déjà, on épuise notre corps parce qu'il est en manque d'oxygène, donc il est en hypoxie. Et en fait, les effets de l'hypoxie sur l'organisme, c'est que les organes s'arrêtent de fonctionner, petit à petit.
Ouais, c'est embêtant. Simplement, c'est un peu galère, quoi. Donc là, le fait de ne pas avoir des bouteilles d'oxygène qui arrivent remplies au max, c'est possiblement nous mettre en galère sur la montée parce que on va devoir monter avec un débit moindre que ce qui était prévu, et possiblement c'est se dire qu'au moment où on redescend, à un moment donné, il n'y aura plus d'oxygène. Mais il faudra continuer d'avancer. Waouh. Et vous y allez quand même? Bon, on y va, quoi. Enfin, on est sur place, on se dit non, mais c'est bon, on va y aller, on verra. Ça va le faire. Ok. Voilà. Et donc là, c'est la dernière étape? Ouais, c'est la dernière ligne droite, parce que du camp 4, on voit le sommet. Okay. Donc là, c'est un peu le même effet que pour le camp 2, quoi. On le voit et on a l'impression que c'est pas si loin, mais c'est super loin. Il y a 849 mètres, et j'insiste sur les 49 parce que c'est les derniers, c'est les plus longs. C'est les derniers les plus compliqués. Et on part la veille au soir à 19h. Donc on a le coucher de soleil qui est grandiose. Il n'y a pas de vent, donc on part avec des conditions idylliques, quoi. Enfin, clairement, c'est parfait. Là, je me fais un petit contrat avec moi-même en me disant, toutes les 2 heures, tu te mets une petite alarme sur la montre, tu manges un bout. Sauf qu'au bout de 2 heures, toute la combinaison, elle a gelé. Donc on ne peut plus ouvrir la combinaison pour aller chercher les réserves. Ah oui, à ce point-là. Ouais. Donc là, c'est froid, quoi. Oui, j'imagine. Donc on arrive au balcon sud qui est à 8400 mètres d'altitude. Et là, en fait, on se gèle parce qu'on n'est plus du tout protégé par la montagne et par les éléments. Et en fait, on est soumis directement au vent, à la glace, au froid. Et vraiment, on se gèle, quoi. Et là, je vois toute la montée. C'est à partir de ce moment-là où j'ai vu vraiment beaucoup d'alpinistes faire demi-tour, quoi. À ce moment-là? Ouais. Ça a commencé à peut-être toutes les 5-10 minutes. Allez hop, je fais demi-tour. Et là, dans la tête, c'est faut tenir. Ah oui, parce que là, tu les vois tous revenir face à toi. On les voit redescendre et on se dit, mais ils ont fait le sommet. Non, c'est pas possible. Ils sont partis il n'y a pas si longtemps que ça. Okay. Voilà. Et je croise justement sur cette dernière arête sommitale, je croise des alpinistes que j'avais rencontrés au camp de base. Et quand je les vois faire demi-tour, ah non, moi j'en peux plus, là c'est pas possible, là c'est trop pour moi. Enfin, je les vois mal, je me dis, mais ok, bon Qu'est-ce que tu dis on va voir, à ce moment-là? Je me dis, chaque pas gagné, c'est un pas de plus. Donc là, pour ma tête, je vise même pas le sommet, on avance, on verra. Ok. Voilà. Un pas après l'autre. On avance, on verra. Et là, c'est nuit noire. Clairement, je m'attendais à voir l'éclairage de la lune, des étoiles, rien du tout. C'est noir complet. On avance juste avec les frontales. Et vu qu'on se gèle, pareil, j'essaie de mettre mes petits tips de bonnes vibes pour pas lâcher. Et à un moment donné, je vois les premiers rayons de soleil. Et moi, novice que je suis, je dis, super, le soleil il va se lever dans 1 heure. Rien du tout, à 8000 mètres, ça met beaucoup plus de temps à se lever parce qu'on est plus haut, donc on voit forcément les premiers rayons. Voilà. Et c'était interminable, quoi. Je me suis dit, ça y est, on va se réchauffer, il va arriver, rien du tout, quoi. Non, il fallait attendre encore 2-3 heures supplémentaires. Et ça peut être long. C'est très long. Et là, pour pas céder au froid, parce qu'on a les mains qui s'ankylosent, donc il faut bouger les mains en continu, il faut bouger les orteils dans les chaussures aussi. Là, clairement, je me mets un peu en auto-hypnose, quoi. Okay. Donc là, c'est pareil, c'est des tips que j'ai appris. Et, c'est compter 1 pas, 2 pas, réciter l'alphabet dans un sens, dans l'autre sens, dans un sens, dans l'autre sens, sans avoir de moment où on se dit, bon, je compte 10 pas, parce que quand on t'a 10, c'est long 10, quand on est là-haut et qu'on a du mal à respirer. Donc c'était plus des choses que je peux mettre dans un sens, dans l'autre sens, compter que les voyelles, que les consonnes. Ça te permet quoi, ça, le fait de se mettre en état d'auto-hypnose, de te concentrer sur... Ça me permet de poser une concentration. J'ai la concentration du moment, parce que je sais qu'il ne faut pas que je pose un pied plus à droite ou plus à gauche, mais ça me permet de poser ma concentration sur quelque chose qui n'apporte rien au côté sensoriel. Parce que j'ai froid, vraiment, je me suis gelée. Ça me permet de ne pas me dire mais qu'est-ce que j'ai froid aux mains, je sens plus mes doigts, ou de lever un peu cette pression que je pouvais me mettre sur le côté physique. Parce qu'en même temps, ce que tu dis, c'est que si tu mets un pied un peu plus à droite ou un peu plus à gauche... là, on part, quoi. Ok. On part et on emmène toutes les autres personnes qui sont sur la même ligne de vie que nous.
Vrai risque pour toi et pour les autres. C'est ça. Donc, et de même, s'il y en a un devant qui, on qui se loupe... espère qu'il ne se loupe pas, ouais. Ok, donc tu es dans un moment où vous êtes tous on est tous liés. hyper concentrés et on est tous aussi hyper fatigués, quoi. Donc la vigilance, elle est d'autant plus importante, quoi. Donc dernière ligne droite, compliquée. Ouais. Et tu arrives en haut? Alors, avant d'arriver en haut, j'ai le moment le plus incroyable. Pour moi, c'est lever de soleil. Parce que bon, je suis en auto-hypnose, etc. Et à un moment donné, je sens qu'il fait moins froid. Et en fait, vraiment, j'ai l'impression de relever la tête, comme si j'étais vraiment pas endormie, hein, mais je relève la tête et je me dis, mais il commence à faire jour, quoi. Et j'ai mon binôme Sherpa qui est devant, qui s'arrête, et j'en profite. En fait, je me tourne sur moi-même et j'en prends Génial. Plein les yeux, quoi. Enfin, c'est des couleurs incroyables, du violet, du rose, du jaune, puis des sommets à perte de vue, quoi. Et puis c'est le monde de manière générale, j'imagine, parce que tu es en train de réaliser ton objectif, tu es sur le toit du monde, tu vois un paysage exceptionnel, donc tu as un peu tout ça qui se mélange. C'est surtout que c'est à ce moment-là où je réalise que en fait, je sais que je ne vais pas lâcher, quoi. J'ai pas lâché avant, c'est pas là, à 300 mètres du sommet, que je vais lâcher, quoi. Donc c'est là qu'en fait, je réalise vraiment à ce moment-là ce que je suis en train de faire, quoi. Et du coup, après, sommet, quoi. Bravo. Et comme on le disait tout à l'heure, je répète, donc tu es la première personne au monde avec un double handicap à réussir cet exploit. Donc incroyable. Par rapport à tout ça, qu'est-ce qui, selon toi, est le plus dur dans l'alpinisme? Le plus dur, c'est... Alors, je vais pas dire que c'est dur, mais savoir renoncer. C'est parce que souvent dans l'alpinisme, même dans d'autres objectifs sportifs, on va se fixer un objectif et des fois on se dit on est juste à un cheveu, juste à un petit détail près pour y accéder. Dans l'alpinisme, le problème c'est que très rapidement il y a un enjeu vital. Et si on n'accepte pas de se dire non mais là en fait non. Là la montagne elle m'envoie des signaux que non ça se passera pas comme je l'avais prévu. La vie on n'en a qu'une seule, quoi. La montagne elle était là avant, elle sera là après, donc... On m'a expliqué, on m'a raconté une petite anecdote, c'est que quand tu es rentré de l'Everest, tu avais eu des soucis au pied, ou en tout cas c'était compliqué, et donc du coup, tu as travaillé en tongs oui, je sais très bien qui c'est qui a lâché l'info. Vu qu'il faisait très froid, j'ai eu des gelures. Ouais. Et j'avais été accidentée aussi sur la descente de l'Everest, donc j'ai fait hémorragie interne. Et oui, parce qu'il n'y a pas que la montée, il y a la descente derrière. Beaucoup plus. La descente, il y a toujours un côté, on a réalisé le sommet. Donc il y a une baisse de la vigilance qui peut arriver derrière, et c'est là que c'est le plus accidentogène, en fait, c'est sur les descentes. Et tu as eu un petit accident? Et j'ai été accidentée. En fait, il y a un bloc de roche mélangé à de la glace qui a été décroché par d'autres alpinistes plus haut, et moi je descends face à la pente pour aller plus vite. Et du coup, j'ai pas vu le danger qui arrivait et qui m'a fauché sur le passage, quoi. D'accord, le bloc t'a fauché pendant que tu descendais? Ouais, strike. Strike. Voilà, donc strike, mais une quille, c'était que moi, ça n'a pas embarqué tout le monde. Mais hémorragie interne, j'ai perdu les veines principales en bas. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu t'es évacué, tu continues on est à 8300 mètres d'altitude, donc il n'y a pas de secours. À cette altitude-là, là c'était pas possible. Du coup, je tombe au sol, je me raccroche à la corde parce que sinon, pareil, je dévalais une bonne partie de la pente. Et mon binôme me dit camp 2, quoi. Donc je sais qu'avant le camp 2, il y aura 0 secours. Donc malgré l'accident, tu es obligé de continuer jusqu'au camp 2. Voilà, ça fait partie. Après, je le savais, hein, avant d'y aller, je savais qu'il fallait que je m'auto-forme à moi-même. Je me suis formée pour faire des points aussi de suture. J'en ai fait d'ailleurs à mon Sherpa. Ok. Mais c'est comme de la médecine de guerre, quoi. On va au plus urgent. C'est le côté vital. Et il y a combien de temps entre le moment où tu es fauché et le camp 2? Quasiment 36 heures, quoi. Ah oui. Donc, tu m'as parlé d'hémorragie interne. Oui. Donc, tu nous fais une hémorragie interne. C'est ma botte qui a Figaro. On est arrivé au camp 4, on s'est dit on reste quelques heures pour se reposer et repartir au camp 2. Moi je dis à mon Sherpa, là en fait non. Là physiquement il n'y a plus personne. Mais mentalement parlant, il faut aussi que j'arrive à me reconcentrer pour pouvoir être de nouveau disponible pour
pouvoir me sécuriser pour la descente au camp 2, quoi. Mais qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Parce qu'il y a quand même un vrai danger pour toi. Tu sais que tu n'as pas les secours. Là, je fais le choix. Là, je me suis... je ne vais pas dire que je suis sortie de mon corps, parce que ça fait très... là. Mais c'est le professionnel de santé qui m'a dit... Enfin, voilà, j'ai compris. J'ai dit, non, mais là, vu comme ça pulse, on sent quand on a une douleur quelque part, ou qu'il y a, en tout cas, hémorragie, maintenant, je le sais. On a cette sensation d'avoir son propre pouls dans l'articulation qui est lésée. Là, clairement, je sentais mon pouls dans mon mollet, quoi. Donc, je savais qu'il y avait un saignement. Je ne savais pas s'il était important ou pas. Mais je sentais aussi que ma botte faisait comprimer. Donc, je me suis dit, normalement, quand on arrive à un camp de repos, on enlève ses bottes, on enlève ses chaussettes, on se remet des vêtements secs pour éviter les gelures. Là, j'ai dit, soit je perds un orteil, soit je ne descends pas. Donc, je savais au camp 4, j'ai dit non, je garde ma botte, quoi. Ok. Donc, on les a enlevés que quand je suis arrivée à l'hôpital, 36 heures après. 36 heures après. Parce que quand tu arrives au camp 2, à ce moment-là, tu peux te faire évacuer. J'arrive au camp 2 en fin de journée, donc les hélicos ne volent pas la nuit. Donc, il a fallu passer la nuit au camp 2. Interminable la nuit. Ah oui, j'imagine. Interminable. Pour après être évacué le lendemain matin à 6 heures du matin, en hélico. Et là, une fois que tu es dans l'hélico? Alors, je ne suis pas rentrée dans l'hélico. L'hélico n'a pas pu se poser parce qu'il y avait trop de vent. Donc, c'est un filin qui sort à l'extérieur de l'hélico et on est accroché au filin. Et on est à 80 mètres de l'hélico et un certain nombre de mètres en bas. Mais à partir du moment où j'ai mes pieds qui ont décollé du sol au camp 2, c'est bon, c'est fini. Je suis terminée. Et quand on te redescend, tu files à la clinique ou à l'hôpital, j'imagine? On fait un premier arrêt au camp de base où en fait, l'équipe de l'expédition qui était restée au camp de base a préparé le reste de mes affaires. Je réembarque dans un autre hélico. On fait un arrêt sur Loukla, donc c'est le premier hôpital médicalisé, premier centre médicalisé le plus proche du camp de base pour un premier check-up. Et après, c'est de là qu'ils décident de m'envoyer directement à Katmandou en urgence pour assurer les soins, quoi. Ok. Et au final, tu t'en sors comment? Et au final, ma botte m'a sauvé la vie. Ah ouais? Et la décision de ne pas l'enlever aussi. Ah oui, parce que si tu l'enlèves à ce moment-là... ça faisait garrot, quoi. Ouais. Donc on enlève le côté garrot, là, j'aurais pas pu remettre ma botte. Et il y a toute la suite qui se serait enchaînée très vite, pas de la bonne manière. Donc tu es en train de dire que cette décision a sauvé ta vie à ce moment-là. C'est ça. Et d'où le côté intéressant d'avoir fait des études d'infirmière et d'être dans ce milieu-là pour comprendre comment ça fonctionne. Je pense que pour n'importe quel alpiniste, au moins de se former un peu sur les gestes de secours, les bases, ça peut sauver des vies et on peut se sauver soi-même. Incroyable comme aventure, incroyable. Et de manière plus globale, que signifie pour toi gravir une montagne? Est-ce que c'est un défi physique, mental ou plutôt symbolique? Alors, je dirais, c'est un petit peu les trois en fait. Il y a le côté physique parce que pour moi la vie c'est le mouvement. Donc tant que mon corps et la médecine actuelle me permet de bouger, j'en profite. Après pour moi le sommet c'est plus la cerise sur le gâteau. C'est plus le chemin. Le chemin, le départ, la préparation, tout ce qui se fait en amont et le chemin sur place qui pour moi est plus formateur, va me faire plus grandir que le sommet lui-même. Il y a un vrai parallèle à faire avec la vie dans ce que tu dis. Mais ouais, ce que tu dis, c'est qu'une fois que tu es au sommet, c'est le petit plus. Mais vraiment, là où tu as vécu les choses, c'est le Graal, quoi. Voilà, mais le chemin en lui-même, en tout cas, m'apporte plus encore actuellement que le sommet lui-même, quoi. Parce qu'en termes d'émotion, quand tu es au sommet, c'est quoi que tu ressens globalement dans tous les mondes? Je vais décevoir beaucoup, pas grand-chose. Pas grand-chose. Okay. Je t'avoue que je suis un peu déçu. C'est horrible, hein, mais non, en fait, j'en ai fait que 2 d'expédition, l'Everest après le Manaslu, mais les moments les plus, qui me font pour moi un arrêt sur image où j'oublie tout, c'est lever de soleil, coucher de soleil. Au moment donné, je me pose et il n'y a pas un bruit. Et en fait, je me sens privilégiée de vivre ces moments-là et en même temps, je me dis, en fait, il y a quand même eu 2 ans de préparation, 2 ans de travail. Et en fait, je savoure ce moment-là et il dure peut-être 3-4 minutes. Mais le sommet, c'est le côté, il y a peut-être le petit côté symbolique d'être allé en haut, mais le moment, en tout cas, le plus important émotionnel pour moi, et pour l'instant, en tout cas, c'est pas les sommets, quoi. Très rapidement, tu parlais du Manaslu que tu as monté il y a peu. J'ai cru lire que tu avais eu des hallucinations pendant la montée.
Est-ce que tu peux nous raconter ça? Parce que ça m'a un peu heurté, ça avait l'air un peu fou. Et surtout ce que tu as vu du coup. Pour le Manaslu, le défi supplémentaire, en dehors que ce soit un 8000 mètres, c'était de tenter le sommet sans oxygène. Oui. Voilà, parce que pour l'Everest, les histoires d'apport en oxygène, bouteille pas pleine, je ne l'avais pas très bien. Voilà, je me suis dit, si je peux m'enlever ça, c'est pas mal. Donc je m'étais préparée dans le sens d'essayer de monter le plus haut possible sans oxygène et puis pourquoi pas le sommet. Et quand on part du camp 3, donc on est aux environs de 6500, 6800 mètres d'altitude, donc moi je pars sans oxygène, les autres partent avec oxygène pour la plupart, et j'ai cette sensation de liberté que je n'ai pas avec l'oxygène. L'oxygène, on n'est pas en contact direct des éléments en fait, on a un masque, on a le bruit du détendeur, donc on n'entend pas vraiment le bruit que la montagne a. Et je profite de cette liberté pour voir un peu tout ce qui m'entoure. Et au moment en fait je pars du camp 3, j'ai mes colocs qui sont là. Donc maladie des os de verre, ça va, elle m'a pas trop embêter. Mais j'ai une phase de la spondylarthrite ankylosante qui est apparentée à des troubles digestifs. Donc j'ai des crampes intestinales mais monstrueuses. Et moi en tout cas jusqu'à présent pour gérer la douleur, je le fais avec la respiration. Sauf que la respiration pour gérer la douleur et la respiration quand on est en hypoxie, c'est pas la même. Donc à un moment donné, j'essaie de me concentrer plus sur le côté hypoxique, donc le manque d'oxygène, parce que c'est une respiration un peu particulière pour vraiment bien s'oxygéner. Et à un moment donné, en fait, j'arrive plus à la gérer, parce que la douleur me dérange trop, malgré les médicaments que j'ai pu prendre. Et en fait, je perds un peu la rythmique que j'avais pour continuer d'avancer sans oxygène. Et j'ai commencé à avoir les fameuses premières hallucinations, donc j'en ai eu 3. Et ce qui est fou, c'est que je m'en souviens, mais vraiment comme si c'était hier. Première hallucination, en fait, donc il fait nuit, on est tous avec des frontales. Donc il y a des lumières, majoritairement c'est des lumières blanches ou jaunes, et certains ont une lumière à l'arrière de leur casque, verte ou rouge, pour indiquer dans quel sens ils sont montants ou descendants. Et là, je vois des lumières au loin et j'entends boum, boum, boum. Putain, mais ils font une rave party, les gars, quoi. Et ils mettent de la musique, quoi. Et ils se respectent pas le cadre. Enfin, en fait, ça me met un peu en colère, quoi. Et je dis, mais franchement, quoi. Parce qu'ils aiment bien la musique au Népal. Et je dis, mais enfin. Donc, du coup, je suis un peu. Je me tourne vers mon Sherpa qui lui avait l'oxygène. Il me dit, en gros, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, ils mettent de la musique et tout. Puis, non, il n'y a pas de. Du coup, je continue d'avancer. Je me dis, mais franchement, quoi. Je me dis, ils abusent, quoi. J'avais l'impression d'être en station de ski à Font-Romeu ou dans les Alpes, voilà. Et quelques mètres plus loin, de nouveau, une sensation un peu bizarre. Bon, j'avais une vision un peu floue, mais après, je savais pas si c'était parce qu'il y avait la température avait baissé avec la nuit, donc comme de la brume ou autre. Et je vois 2 ombres qui portent. J'ai l'impression qu'ils portaient un autre corps. Je me suis dit, mince, il y en a un qui est pas bien. En gros, je m'étais prête à me mettre un peu sur le côté pour laisser passer, sauf que les gars continuaient de monter. J'ai dit, je comprends pas le deal, quoi. S'il est pas bien, il faut qu'il descende, quoi. Donc j'essaie d'en parler à mon Sherpa, qui lui, pareil, était concentré quand même sur ce qu'il faisait. Il me dit, non, c'est bon, t'inquiète, monte. Ok, je continue. Et sans oxygène, en fait, on n'a pas de bruit sur nous. Il n'y a que le bruit de nos pas, le bruit que la glace fait quand on plante les crampons. On est dans sa bulle. Alors que quand on est sous oxygène, on a le bruit du détendeur de l'oxygène. Okay. Ça fait un bruit un peu particulier. Et quand je monte sans oxygène, j'ai l'habitude de me faire doubler parce qu'on est beaucoup plus lent, on ne peut pas aller aussi vite que les gens qui sont sous oxygène. Et je savais qu'il y avait quelqu'un à aller me doubler quand j'entendais le détendeur de l'autre personne. Et du coup, j'entends de nouveau le détendeur, donc je vais pour me mettre sur le côté. Donc on se croise assez proche parce qu'il n'y a qu'une seule ligne de vie. Et je vois son masque, je vois sa frontale, mais je vois des roues. Et là, j'ai dit, mais le mec, il est à vélo, quoi. 7400 mètres d'altitude, ce n'est pas possible. Tu vois un vélo qui te dépasse. Et là, je vois le gars qui me... En plus, il allait très vite, quoi. Et je dis, putain, mais le gars, il est à vélo, quoi. Et là, j'ai mon Sherpa qui me dit, non, mais là, t'es en train de... Oui. T'es en train de partir, quoi. Et en fait, je m'énerve, quoi. J'ai dit, mais le mec, il est à vélo, quoi. On s'est fait doubler par un vélo à 7400 mètres d'altitude. Et en fait, au moment où je dis ces mots-là, donc on parle en anglais, quoi. Au moment où je dis ces mots-là, je dis, mais en fait, c'est pas possible, quoi.
Et c'est à ce moment-là que je sens ma montre qui vibre, parce que je l'avais paramétrée pour des échelles de sécurité, qui vibre. Donc je regarde et je vois que je suis à 41% de saturation en oxygène. Ok. Quelqu'un qui va bien est entre 95 et 100%. Donc, 41, depuis belle lurette à l'hôpital, on a intubé la personne, quoi. Donc là, urgence, déclencher l'oxygène. et il y a un risque alors là, à ce moment-là. Bah, le risque, il est immédiat de faire ce qu'on appelle un œdème du poumon. Donc clairement, en gros, on se noie dans ses propres sécrétions. Œdème cérébral aussi, parce que le cerveau est mal oxygéné. Ouais. Donc il y a une pression qui se fait au niveau cérébral et du coup, pareil, on peut perdre la vie, quoi. Donc la décision, là, pareil, elle est prise très, très rapidement. Et donc là, je dis à mon Sherpa, je dis ouais, on déclenche l'oxygène, quoi. Ok. Et Alors, là, à on ce la moment-là- déclenche en urgence, quoi. Là, Ouais. il arrête quelqu'un d'autre, vite, le masque, là, hop. D'accord. Et on ne peut pas la déclencher, on ne peut pas le mettre trop fort. Parce que le risque, c'est, vu qu'on a privé tellement longtemps son corps d'oxygène, si on en met trop d'un coup, c'est comme un ballon, quoi. On le fait trop d'un coup, ça explose. Tu dois être l'une des rares personnes à voir un vélo te dépasser à 7400 J'en ai mètres pas croisé d'autres, en tout Non. cas. Je pense pas. Mais c'est bien que tu racontes ça parce que ça montre quand même la dangerosité que c'est. Et c'est pas anodin de monter un 8000 ou même de faire C'est de pas l'alpinisme. anodin. Et là, quand tout à l'heure je parlais du renoncement, là pour moi c'était je vais faire un 8000, je vais essayer sans oxygène. Ouais. Et là, dans ma tête, c'était soit je continue sans oxygène, mais en gros, le chemin que je vais faire, c'est pas de monter, ça va être descendre. Soit je déclenche l'oxygène et on croise les doigts pour que ça puisse passer pour la suite, quoi. Ok. Donc voilà, il faut rester humble. Rester humble face à la nature et la Ouais, montagne. dans la et montagne, c'est face toujours à ses elle qui aventures. décide. Toujours elle qui décide. Et par rapport à cette montagne, à toutes ces aventures que tu vis, est-ce qu'il y a un message particulier que tu souhaites faire passer? C'est juste de croire en ses rêves, en fait. Je me suis lancée dans le côté alpinisme. C'est un milieu qui est très masculin, encore, qui est relativement fermé. Je suis arrivée, j'avais pas forcément les meilleures cartes, une femme, mère de famille, polyhandicapée, c'était pas, c'était clairement pas sur moi, sur qui on aurait pu parier, et au final, oui, on peut. C'est ça qui est fou et qui est hyper inspirant dans ton parcours. Donc c'est plutôt de dire aux gens, peu importe entre guillemets les obstacles, si vous y croyez, vous allez les passer un par un et vous pouvez y arriver, quoi. Que ça soit dans l'alpinisme ou autre d'ailleurs. Dans tout, dans tous les contextes de la vie. Il y en a qui veulent changer de région, ils n'osent pas parce qu'ils ont leurs habitudes, changer de boulot, dans tout, quoi. On n'a qu'une vie, quoi. Donc, y aller à fond. c'est surtout, je me dis, ça serait dommage d'arriver aux dernières années de nos vies, se dire d'avoir des regrets, quoi. De se dire, mince, si j'avais su... Non, c'est trop tard, quoi. Donc, non. Et avec tout ça, est-ce que tu as un mantra ou une citation que tu aimes bien ou que tu te répètes dans des moments un peu compliqués? De pas lâcher. C'est Tout clairement lâche pas. Il y a des jours clairement où non, là des jours où je suis ankylosée de partout, j'ai mal partout. J'ai mes fameuses colocs qui se rappellent de temps en temps en me disant au fait, nous sommes toujours là. Donc ces jours-là, je sais que ça va être des jours où ça va être un peu plus compliqué, mais j'aime me replonger dans mes souvenirs d'expédition et me dire ok, aujourd'hui c'est moins bien, mais ce que j'ai vécu avant, quoi, c'était ok, on prend, allez, demain sera un autre jour. Très bien, j'adore, hyper inspirant. C'est vrai que ça me fait penser, l'Everest. Est-ce que tu as vu le reportage documentaire d'Inoxtag qui a été un peu... Oui, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Ouais. Est-ce que tu t'es retrouvée dans ce documentaire? Est-ce que ça t'a fait écho à ce que tu as vécu? Comment tu Il y a des choses que j'ai retrouvées, qui étaient vraies, que j'ai pu voir ou que j'ai pu ressentir. Après, je trouve que c'était un message qui était plutôt positif pour dire les jeunes, de se donner les moyens, de croire en ses capacités, de se former, pas de partir sur un coup de tête, de vraiment prendre le temps de se former à la hauteur des ambitions qu'on peut avoir. Et après, le seul point sur lequel je trouve qu'il a ouvert une porte et il n'est pas allé assez dans ce côté-là, c'est on parle beaucoup de la pollution sur les pentes de l'Everest, surtout au camp 4. Le truc, je crois, qui n'a pas été abordé, c'est la culture, en fait. C'est-à-dire que nous, on arrive avec notre regard d'occidental sur une manière de faire qui est locale, qui est népalaise. Les Népalais sont
très peu à être sensibilisés à l'écologie, à la protection de leur environnement. Donc nous, ça peut nous choquer de voir les choses qui sont jetées, etc. Mais culturellement parlant, au Népal, ils sont au tout début de ce que nous, on a vu il y a 30-40 ans, avec comment c'est le tri sélectif, etc. Ils n'y sont pas encore. Forcément. Et j'ai pu le voir, même là sur ma dernière expédition, le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger, forcément il y a plus de passages, il y a plus de risques de pollution. Mais la culture népalaise aussi fait que ils jettent les bouteilles, ils jettent les ordures. C'est bien d'en parler et c'est bien de se souvenir et je te remercie. Maintenant, si on fait un peu le lien avec Montpellier, ça fait 22 ans que tu es ici. Ouais, grosso modo, ouais. 22 ans. Bon, c'était Montpellier. D'adoption. D'adoption, on peut le dire. Alors, Montpellier, c'est une ville qui est vraiment tournée vers la jeunesse. Et pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que tu as un message que tu souhaiterais transmettre aux jeunes Montpelliérains qui peuvent douter d'eux-mêmes et des défis qu'ils ont face à eux? Doutez pas, en fait. C'est, j'allais dire, la seule barrière qu'on se met, c'est la nôtre. C'est notre propre, nos propres limites. C'est ce que j'appelle souvent les croyances limitantes. Le fait d'être une femme, on serait moins capable qu'un homme, non. Clairement, non. Le fait d'être handicapé, on est moins capable que quelqu'un de valide, non plus. Le fait d'avoir des grosses ambitions, parce que, je sais pas, on est issu d'un milieu social un peu moins favorisé qu'un autre, en fait, non. Les seules limites, c'est les croyances, j'allais dire, que la société impose un peu. Et j'aime pas l'idée de rentrer dans les cases. Donc, sortez des cases. Je vois ça. Et tu l'as bien montré. Est-ce que Montpellier, que ce soit le mindset qui peut entourer cette ville, t'a influencé dans ton côté aventure, dans ton côté je sors des carcans et je prends des risques? J'allais dire oui et non, parce que du coup l'alpinisme, il n'y a pas beaucoup de montagnes quand même dans le coin. Il y a le Pic Saint-Loup, mais on n'est pas sur un 8000. Mais en tout cas, c'est une ville qui a quand même beaucoup d'infrastructures qui permettent de s'entraîner, même si on n'est pas un milieu de montagne, quoi. Preuve en est, je travaille ici, je vis ici, et pourtant, je suis allée 2 fois en haut d'un 8000, donc... C'est sûr que si j'habitais dans une région montagneuse, j'aurais peut-être eu plus de facilité pour m'entraîner, mais ça n'empêche pas, quoi. Quelle serait ta contribution idéale pour soutenir la communauté montpelliéraine à travers tes projets? Est-ce qu'il y a des associations que tu souhaites mettre en valeur? Est-ce qu'il y a des choses à faire pour tout ça? En fait, à chaque expédition où je suis partie, donc l'Everest, le Manaslu et la prochaine, parce qu'il y en a d'autres, C'est quoi la prochaine? 2026 au Pakistan. Okay. Donc là, ça va être dans un autre cadre, ça va être une autre culture aussi, avec une place de la femme qui est encore différente. Et cette fois-ci, c'est pour faire un doublé. Donc 2000, Gasherbrum 1 et Gasherbrum 2 sur la même expédition. On va suivre ça avec grande attention. Du coup, c'était quoi la question? Tu nous parlais des partenaires, associations qui en fait, du coup, pour chaque expédition, j'ai eu cœur de soutenir la recherche médicale. Parce que il y a quelques années, j'étais en fauteuil roulant et j'en suis sortie parce que j'ai pu bénéficier de traitements qui sont issus de la recherche médicale. Donc, c'est les chercheurs qui sont dans l'ombre qui m'ont permis aussi de réaliser ces ascensions et de vivre aujourd'hui le rêve d'une vie, quoi. Donc, c'était important de les soutenir et du coup, c'est une cagnotte que je fais pour l'INSERM. Voilà, à chaque fois que je pars. L'INSERM, on fera un lien, on vous en parlera très prochainement avec. Merci. Dernière question qui est un peu en lien avec ce podcast. Selon toi, Fabienne, est-ce qu'il y a besoin de vivre à Paris pour réussir? Non. On est d'accord? Non. Très bien. Je te remercie. On arrive maintenant au jeu des cartes. Okay. Donc, il y a quelques cartes qui sont devant toi. Tu peux les prendre et je vais te demander de les lire et de prendre le temps d'y répondre. Ok. Un moment où tu as été le plus ému. Il y en a plusieurs, hein. Mais vu que je suis venue pour parler d'alpinisme, j'ai resté dans le contexte de l'alpinisme. C'est quand j'ai réalisé que j'allais arriver au sommet de l'Everest, quoi. C'est la première expédition et pour le Manaslu, c'était une seconde expédition, mais je savais un peu ce qui m'attendait. Là, pour l'Everest, je m'étais préparée et j'étais
une année-lumière de ce que c'était la réalité d'une expédition. Et de savoir que finalement, obstacle après obstacle, parce que le contexte de l'expédition a été aussi compliqué, il a fait très froid, etc. Savoir que j'allais réussir, c'est là que clairement j'ai chialé ma race dans mon masque. Voilà, on va le dire comme ça. Voilà, et ça gèle. Ça gèle. Donc les larmes gelées. Ça a gelé dans le masque. Ouais, ça a gelé dans le masque. Ouais. Et génial. Et en ce moment, je pense que c'était le plus, dans le côté alpinisme, ça a été le plus prenant parce que je me disais, au final, toutes les personnes qui n'ont pas cru dans ce projet, qui ont eu des mots durs aussi sur le projet, parce qu'il y en a qui ont qualifié de suicidaire. D'accord, tu as eu des freins. Ouais, j'ai eu, pas des freins, mais des gens qui connaissent le milieu de la montagne et qui vont porter leurs propres craintes et leurs propres jugements sur l'ambition de quelqu'un d'autre, quoi. Forcément. Donc il y a eu des mots qui étaient assez durs, assez forts et qui m'ont pas forcément blessée, mais sur lesquels j'ai mis encore des gens qui faut un peu leur ouvrir les yeux, quoi. Et quand tu arrives à ce moment-là, tu as en tête tout ce qu'on a pu dire de positif ou négatif. J'avais pris tout mon bagage émotionnel avec moi et c'est ça aussi qui m'a apporté, quoi, parce que c'est aussi une satisfaction de leur dire, au fait, t'es un peu planté. Ouais, vous n'avez pas cru en moi, regarde. C'est même pas, vous avez pas cru en moi, c'est vous n'avez pas voulu me laisser la chance, je l'ai saisi quand même, quoi. Donc c'était plus ce côté-là, c'était pas un côté de se venger, ou c'était plus leur dire, peut-être que le prochain qui toque à votre porte et qui a un peu le même bagage, peut-être que lui, vous lui accorderez un peu plus d'écoute. Bravo. Qu'est-ce que tu fais mieux que 95% des gens? C'est dur, ça, comme question. Ça, c'est très dur, mais c'est une question que j'aime bien poser. Qu'est-ce que tu fais mieux que 95% des gens? Je sais pas, dormir dans des endroits inconfortables. Alors, c'est ça ta zone de génie? Non, mais on peut en parler parce que moi, j'en serais incapable. J'allais dire arriver peut-être à me reposer, à me ressourcer dans des endroits qui sont clairement inconfortables, quoi. T'as un exemple? Camp 4, la tente déchirée, plus d'oxygène, il fait nuit. Combien de degrés? Il faut se reposer. Température négative, j'avais gelé sur le visage. Donc tu gèles sur ton visage et tu arrives quand même à dormir? En tout cas, je pense que j'ai réussi à dormir un peu pour en tout cas avoir la force le lendemain de repartir, quoi. C'est vraiment une zone de génie. Parce que ça, c'est là, il faut, c'est nécessaire. Et ouais, parce que tu es tellement fatigué à force de. Après, quand je dis physiquement parlant, on ne peut plus tenir, mais mentalement parlant, il faut aussi que le cerveau Bien sûr. décroche à un moment donné pour pouvoir se ressourcer lui aussi et pouvoir rester lucide sur la suite, quoi. Je comprends. Comment être heureux? C'est la dernière, il me semble. Vivre sans regret, quoi. Pour toi, le bonheur, c'est une vie sans regret? Ouais, c'est vivre sans regret, c'est être responsable de ses décisions. C'est se dire si à un moment donné il y a quelque chose qui ne nous convient pas, ça ne nous convient pas. Il faut choisir les solutions pour pouvoir justement de nouveau dépasser le côté inconfortable ou peu importe, que ce soit dans le milieu professionnel, personnel ou autre, quoi. Le conseil que tu pourrais donner par rapport à ça, c'est quand il y a quelque chose qui ne te convient pas, avance quand même, va de l'avant, mets-toi en mouvement, si on reste fais des sur choses. place, ça ira pas mieux, quoi. Donc c'est soit on reste à s'enliser, à tourner en rond sur soi-même, soit on fait les choses pour que ça puisse évoluer, et puis on est le seul moteur, quoi. Donc si on a envie de faire les choses, faut y aller, quoi. Et ce que j'apprécie beaucoup dans ta réponse, c'est pas que tu fais pas que le dire, tu l'incarnes, tu le fais et tu le montres. Et en ce sens, c'est un vrai exemple par rapport à que ce soit aux jeunes ou aux moins jeunes, parce que on a tous aussi plus ou moins des problèmes. On se met en mouvement, on se fixe des objectifs et on y va. Faut y aller, quoi. On n'a qu'une vie, donc go. Ok, bravo. Je te remercie. On va passer à un dernier petit jeu. Ok. Question rapide, réponse rapide. Donc, je vais te poser une petite série de questions et je vais demander de répondre comme ça te vient. Donc Fabienne, si tu pouvais déjeuner avec la personne de ton choix dans ce monde, tu choisirais qui? Vivante ou morte? Reinhold Messner. Ok, pourquoi? C'est un grand himalayiste qui a inspiré des générations entières de grimpeurs, d'alpinistes, et ça a été le premier à cocher les 14 8000. Il a rendu possible, et possible humainement parlant, ce qui était impossible pour beaucoup, quoi.
Et si tu déjeunes avec lui, ça serait pour lui poser quoi comme style de question? Qu'est-ce qu'il a ressenti à chaque fois? Fabienne, c'est quoi le plus bel accomplissement de ta vie? Je vais être très classique, hein, mes enfants. C'est magnifique. T'en as 3, c'est ça? Ouais. On les embrasse. Ils ont quel âge? 15, 12 et 9. C'est sportif. Ouais, tu m'étonnes. Parce que en plus de monter l'Everest, d'être infirmière, il faut quand même gérer les 3 enfants à la maison. Oui, aussi, ouais. Ça va, c'est une semaine sur 2. Je regarde alterner, mais quand même. Bon, ça va. Fabienne, qu'est-ce qui t'énerve chez les autres? Les gens qui se trouvent des excuses. Ça m'étonne pas. C'est dire je peux pas aujourd'hui, j'ai pas le temps. Non, ok. Non. L'idée, c'est de dire quoi? Tout est une question de priorité? Je pars du principe que si on veut quelque chose, on trouve toujours le temps. La preuve. Fabienne, c'est quoi les mauvais conseils que tu penses que l'on donne trop souvent? Fais attention à toi. Fais attention à toi. Ça, pour moi, ça veut tout dire et rien dire, quoi. Alors quand ou sinon, c'est lève le pied. Ou avec tes pathologies, tu devrais pas. Non. Je suis d'accord avec toi. Même si ça peut venir d'un bon sentiment. Le fais attention à toi dans le cadre de mes pathologies, ça c'est un truc, ça m'irrisse le poil. D'accord. C'est pas quelque chose qu'il faut te dire. Je vis avec au quotidien, donc à moins que ce soit quelqu'un d'autre qui vive là, avec les mêmes pathologies. Bon. Fabienne, c'est quoi ta plus grande peur? Ma perte d'autonomie. C'est quelque chose qui peut t'inquiéter dans le futur? J'aime pas y penser. Je veux pas y penser. Pour moi, la vie, c'est le mouvement. Hein, donc, Je comprends. Fabienne, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Ouais. 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 Pour moi, c'est... Après, l'art et la manière de dire les choses. Hein. Voilà. Mais je pense que je pense que la relation avec les autres doit être basée sur la vérité, quoi. Même si ça peut être des mots qui sont difficiles à entendre de l'autre, en fait, respecter l'autre, c'est aussi dire les choses, quoi. Donc, les faux semblants, les non-dits, non, c'est pas pour moi. Et du coup, est-ce que toute vérité est bonne à entendre? À condition qu'on y mette les formes. On est d'accord sur ça. Les côtés bruts de décoffrage, non? Ouais. On vous invite à mettre les formes quand on parle aux gens, dans l'entreprise, dans la vie, tout le temps. Très bien. C'est quoi ton plus grand rêve maintenant? J'en ai plein, hein. Ils sont très très hauts. Oui, à plus de 1000 pour certains. Non, ça serait de pouvoir continuer aussi longtemps que possible à vivre ces aventures et rencontrer toutes ces personnes que je peux rencontrer par le biais de ce projet, quoi. Qui est un très beau projet. Fabienne, est-ce que tu as une musique préférée? J'en écoute beaucoup. Après, j'ai plus le nom du tout, mais c'est une musique que j'écoute souvent. C'est la BO du film Intouchable. Ah oui. J'aurais pas le titre, mais... J'ai pas le titre en tête, mais je l'écoute beaucoup, quoi. Tu nous l'enverras, on mettra en lien sur YouTube. Fabienne, quel est ton bar préféré à Montpellier? Alors j'en ai découvert il n'y a pas très longtemps par le biais d'une amie qui s'appelle Chic et Bohème. Ouais. Et en fait c'est un bar brocante. Et c'est au centre de Montpellier vers les Arceaux. D'accord. Enfin un quartier Arceaux, Beaux-Arts. Très beau quartier. Et c'est ce côté un peu décalé, quoi, que j'aime bien. Enfin, toute la déco peut être achetée. C'était très, très convivial et on s'y sent bien. Enfin, on a l'impression d'arriver comme chez mamie, quoi. Donc, voilà. Génial. Quel est ton restaurant préféré à Montpellier? Le Petit Jardin. Le Petit Jardin. Ouais, c'est un petit cocon verdoyant en plein cœur de Montpellier. Il y a la rue, le bruit d'un côté, puis là on est bien, puis on mange bien. Oui, on mange très bien là-bas. Je tiens à souligner. Quel est le meilleur endroit pour faire la fête à Montpellier? Je suis pas très fêtarde. Mais j'irai vers les rives du Lez, quoi. J'allais dire les halles du rive du Lez, quoi. Ouais, marché du Lez, halle du Lez. Ouais, c'est vivant, il y a de tout, quoi. Chacun peut y retrouver un peu l'ambiance qu'il veut, quelque chose de plus cocooning, un peu plus c'est vrai que plus stylé ou autre. Mais...
Marché du Lez, Halles du Lez, c'est un bel endroit qui a été créé à Montpellier et on invite tous les touristes, les personnes qui viennent visiter Montpellier à aller voir parce que c'est un vrai lieu de rencontre très sympa avec une belle ambiance. Est-ce qu'il y a un lieu où tu vas te ressourcer à Montpellier? Je suis plutôt côté Pic Saint-Loup. Je sais pas pourquoi, je suis pas étonné. Côté Pic Saint-Loup, sinon vraiment Montpellier, c'était il y a un jardin botanique, j'ai plus son nom en tête, où je pouvais aller régulièrement, enfin côté verdoyant, contact avec la nature. C'est la nature, toi, que tu vas rechercher. Très bien. Pour terminer, un message que tu laisserais aux Montpelliérains? J'allais dire kiffer la vie, quoi. Il faut y aller. Vous avez envie de faire des choses, des ambitions, des rêves cachés, allez-y, quoi. Enfin, faut y aller. Et en plus, j'allais dire Montpellier est quand même une ville où on peut... Où on peut kiffer la vie. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, il y a beaucoup de structures qui peuvent accompagner, donc que ce soit dans le milieu sportif ou autre, c'est une ville qui bouge, c'est une ville qui est aussi attractive pour ça. Et il faut en profiter, quoi. Profiter de ce que Montpellier peut offrir, et il y a beaucoup de choses, quoi. J'adore. Il y a un message que tu laisserais à tes enfants? Ça va être la touche émotion, hein. On pourra couper. On pourra couper. Il n'y a pas de souci. Je sais pas si elle a mis du waterproof. Oui, normalement, oui. Elle va avoir l'habitude de vivre leur rêve. C'est beau. On leur souhaite de vivre leur rêve. Fabienne, un grand merci. Merci. C'était un grand moment. Ventile, du coup. Vas-y, pas de souci. C'est une histoire très inspirante, c'est un beau parcours. J'espère que ça va inspirer les auditeurs et que ça va leur donner envie de kiffer leur vie, oui, d'aller bouger, d'aller se mettre en mouvement, et c'est quelque chose qui est important. C'est un plaisir de discuter avec toi, d'apprendre à te connaître. Si tu devais, en une phrase ou un mot pour conclure cet épisode, donner la définition de Montpellier pour toi. Un seul mot? Un mot ou une phrase? Bouger, quoi. Bouger. Bouger. Profiter, bouger. On la garde. Merci Fabienne. Merci.